j'ai envie de vous pointer des gens dans la salle, si vous permettez. Peu de gens savent que Mme Parent, qui a pris le micro tantôt, fait son doctorat actuellement pour mieux comprendre l'accessibilité dans deux villes extraordinaires dans lesquelles on adorerait tous vivre, surtout si elle est accessible, c'est-à-dire Montréal et New York. On a aussi avec nous Isabelle Boisvert, est-ce qu'elle est là? Je la vois pas. Isabelle Boisvert qui travaille sur la violence faite aux femmes, aussi en situation de handicap. On a avec nous, juste à l'avant, Marie-André qui travaille sur la communication et la surdité. D'ailleurs, elle a un film extraordinaire que j'aimerais que vous voyiez pour comprendre à quoi ressemble l'éthique de la conversation quand on est sourd. On a les gens du Conseil jeunesse qui ont fait une étude sur la participation citoyenne des jeunes qui sont là. On a des gens qui travaillent en recherche appliquée, on a des activistes, des jeunes qui s'impliquent un peu partout. Et on a aussi, à l'UQAM, développé une expertise, on cherche même à l'améliorer. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on souhaite même développer un programme de Disability Studies, donc renforcement du savoir sur le mouvement des personnes handicapées. Mais c'est beaucoup grâce au travail acharné de Mireille Pétremblay, qui est une des rares chercheurs qui a vraiment tenté de comprendre la participation citoyenne chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle, chez les personnes qui ont des troubles de santé mentale, toutes les autres déficiences aussi. Et je pense qu'on a un creuset fertile pour mieux comprendre. J'espère que notre recherche va contribuer à aller encore plus loin aussi. Alors, c'est pour ça que je m'empresse de vous présenter Didier Giselaire et je vous cède la parole. Rapidement, je vous ai déjà dit la démarche. Voici la démarche explicitée plus clairement et je vous passe Didier Giselaire. Bonjour à tout le monde, je ne sais pas si vous entendez bien, c'est correct? Ouais. Je vais essayer de dire et puis parler au micro en même temps. Dans un premier temps, je vais vous faire un petit topo de la démarche pour vous présenter un peu la mise en contexte de comment on s'y est pris pour arriver à obtenir les résultats qu'on va présenter tantôt. Donc, c'est vraiment un bref survol, si jamais on peut revenir au besoin sur la démarche méthodologique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a distribué un questionnaire, si on veut, un sondage auprès de 160 jeunes en situation de handicap âgés de 18 à 35 ans. Et puis ce qu'on a fait surtout, le questionnaire comportait 20 questions. Et puis ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a visé les institutions scolaires, surtout le niveau secondaire, fin secondaire, cégep, université, les partis politiques, aux trois paliers gouvernementaux, municipaux, provincial, fédéral, et puis plusieurs organismes du milieu associatif. Et puis on a aussi envoyé, surtout par des réseaux sociaux, aux personnes à titre individuel. Et puis il faut préciser que ce questionnaire a été rédigé en français et en anglais. Et puis aussi on a eu un souci de rendre accessible, donc on a présenté sous différents formats substituts. Par exemple, avec un version Word qui peut être vu par un système de synthèse vocale, en vidéo, en LSQ. Donc il faut vraiment dans un souci que ça soit accessible le plus largement possible à plus de personnes possible. Nos principaux canaux de diffusion, c'était surtout les courriels et les réseaux sociaux, comment on s'adresse aux jeunes. Donc on sait que les jeunes présentement sont beaucoup là-dessus. Et puis Mais on rappelle que les personnes aux déficiences visuelles ne sont absolument pas là-dessus. Alors, on a pensé aussi à eux dans l'étude, puisqu'ils aimeraient s'engager, mais ne peuvent pas passer par ces moyens virtuels. Et puis en parallèle, on a aussi tenu plusieurs classes au sein du cégep, aussi pour rencontrer des jeunes, distribuer des questionnaires et puis présenter un peu notre recherche. Voilà. Donc, si jamais on peut revenir sur la méthodologie. Dans un premier temps, comment on parle de participation citoyenne et de l'avenir civique, on va présenter brièvement les définitions de ces concepts, de ces notions. Il faut préciser que la participation citoyenne, ça porte à plusieurs interprétations. Et puis c'est une définition qui peut être assez vague et assez floue. La définition est derrière vous, mais je vais la lire, c'est tout de suite, mais je vais essayer de la lire par ailleurs. La citoyenneté peut s'exercer de plusieurs manières dans une grande diversité de lieux. C'est important, c'est vraiment la notion de diversité, association, groupe, institution, etc.
à différents niveaux, local, régional, national, international, et puis dans les lieux informels ou plutôt formels de la démocratie. D'autant les lieux formels comme les bureaux de vote, que des lieux informels comme par exemple les manifestations de la rue, même les cafés, ça peut être un bon nombre de socialisation, de sensibilisation aux enjeux politiques. Et puis les lieux formels, c'est le conseil de ville, consultation publique, conseil d'arrondissement, etc. On a même interrogé les gens sur leur appartenance à la communauté religieuse. Vous voyez qu'on est allé large, parce que dans les études, notamment américaines, qui nous ont un peu aidé à développer le questionnaire, on pense ici à Spurrier de 2003, c'est une communauté d'attache qui socialise politiquement. Bon, je ne veux pas écrire sur la question, même si on peut dire qu'on a un présupposé laïque. Mais donc, c'est aussi considéré dans l'étude, sachez-le. Et puis, dans un deuxième temps, on va présenter la notion de compétence civique. C'est celle qui est rattachée à la notion de participation citoyenne, mais c'est quand même plus large et puis c'est un peu différent. Donc, je vais la lire, vous la vue derrière vous. C'est l'habileté des personnes à acquérir et à mobiliser des connaissances qui leur permettent de comprendre les débats de société et d'effectuer des choix politiques éclairés. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est vraiment une connaissance et puis les choix éclairés. Donc, il y a dans un premier temps l'information, puis la connaissance, c'est un niveau supérieur, si on veut. La connaissance, c'est la capacité à faire des liens, de mettre en contexte les différents événements et puis de pouvoir problématiser, puis mieux comprendre les situations dans lesquelles on vit, et puis mettre par exemple en contexte autant social, politique, historique. Donc c'est un processus, si on veut, l'acquisition de connaissances. Dans un deuxième temps, compétences et habileté dont disposent les citoyens pour comprendre le monde politique, et volonté et capacité de s'impliquer dans le discours public. Et puis, d'après l'auteur, ce concept sera à la fois un indicateur et un facteur explicatif. Donc là, on ne peut pas dire qu'il y a une cause à effet, donc on ne sait pas laquelle, en étant la poule et l'œuf, là, on ne sait pas qui c'est qui fait pas. Donc c'est vraiment un alimente l'autre, A alimente B, B alimente A, c'est comme une roue qui tourne. Et puis ça, c'est tiré d'Henri Mulner, qui a beaucoup travaillé sur la question. C'est la compétence civique, comment le citoyen informé contribue au bon fonctionnement de la démocratie. Et puis, pour relever que la notion de compétence civique, c'est fortement corrélé avec les niveaux de littératie. Littératie, ça comprend la capacité à lire, mais aussi à comprendre des textes, pas juste à lire de manière alphabétique, mais à donner du sens à la lecture, et puis à faire sens, capacité de faire du lien. Donc c'est plus que juste d'être un alphabet ou pas. J'aimerais apporter une nuance. En fait, évidemment, c'est Milner que vous connaissez peut-être compare les pays à l'égard de la confiance dans la participation électorale, etc. C'est un auteur très important, contemporain. Et c'est que malgré tout, il considère qu'en dehors des institutions habituelles, on peut apprendre à comprendre la politique. Et c'est très important parce que dans le mouvement associatif, dans le mouvement des personnes en situation de handicap, pendant longtemps, l'école n'était pas très accessible. C'était souvent le milieu associatif qui était un agent de socialisation politique. De la même manière aujourd'hui, il faut tempérer les variables que propose Milner parce que les personnes en situation de handicap sont plus scolarisées, mais comme plein d'autres groupes davantage discriminés, ont moins accès au marché du travail, même quand ils sont étudiants. Alors, il y a des variables qui influencent la participation citoyenne, la participation sociale, au-delà de la population dite sans incapacité. C'est pour ça qu'on peut parler de ça. Ça rend la notion d'efficacité politique. Et puis là, on va parler justement d'éducation, d'emploi, tout ça. Je vais lire la définition. C'est niveau de compétence et d'habileté qu'une personne estime. Donc ça, c'est une estimation, donc elle parle de subjectivité là-dedans. Détenir ou participer politiquement. Là, on parle d'efficacité interne. Donc c'est le sentiment de la capacité de la personne à s'engager politiquement. Et puis ça engage avec la confiance en soi, l'estime de soi aussi. Et puis le degré d'influence qu'elle croit pouvoir exercer auprès des politiciens.
en fonction de la sensibilité de l'ouverture de ces derniers. Donc là, on parle en termes d'efficacité externe. Donc il y a les deux niveaux. La différence d'efficacité politique entre une personne et une incapacité de la population en général s'expliquerait essentiellement par des facteurs autres que l'handicap, justement comme on en a parlé tantôt, qui sont plutôt une conséquence de l'incapacité, comme un niveau d'éducation inférieur, ça c'est de moins en moins vrai, mais le sous-emploi, un revenu moindre, une participation moins active, on verra à cause de nombreux obstacles par exemple. Et puis, à deux groupes des associations, faute des ressources nécessaires à cette participation. Ouais. Et puis là, l'autre, on va essayer de faire la touche là. Donc là, je vais directement présenter les résultats du sondage. La première partie de notre recherche, c'était plus quantitatif. On va dire beaucoup de chiffres, là, je vais essayer de ne pas vous endormir avec ça. Ça va prendre du café. Est-ce qu'il y a suffisamment de café? Ouais. C'est la question primordiale avant de continuer. Oui, il reste pas mal. Bon, bien. Alors, on a aussi la venue, en fait, de M. Gadouri, Mme Duchesne, si je ne m'abuse, Mme Vallée aussi présente. Bonjour, Madame. Alors, vous pouvez prendre du café et venir entendre tout ça avec nous. Ah oui. Donc, voilà. Donc, la première question, c'était concernant le niveau d'implication et d'engagement des jeunes en situation de handicap. En fait, à relever, c'était la moitié des personnes se disent engagées, voire très engagées. Donc, ça, c'est quand même encourageant. Par contre, il y a 40% qui se disent peu engagés, et puis il y a à peu près 10% qui se disent pas du tout engagés. Et ça, c'est pas évident d'aller chercher aussi. C'est pas évident non plus de savoir pourquoi ils ne sont pas beaucoup engagés. Parce que par définition, commission d'engagement, ils s'impliquent moins. Et donc, on a essayé le plus possible au départ de ne pas contaminer les réponses en évitant d'avoir recours à participation citoyenne. On utilisait davantage participation pour justement pas rebuter les personnes qui étaient pas engagées. Des fois, juste la notion politique, des fois ça fait peur, juste prononcer politique. Et puis la moyenne, on leur a demandé le nombre d'heures à peu près d'application par année. La moyenne, ça s'élève à 180 heures. Donc là, il y a vraiment c'est vraiment réparti. Je ne vais pas montrer les tableaux un peu plus précis, mais ça va de 5 heures à près de 1000 heures. Là, il y en a qui s'impliquent beaucoup, mais c'est une moyenne à peu près de 200 heures. Ils sont impliqués dans 3 organismes en moyenne. Là aussi, ça va par exemple, 23% sont impliqués dans aucun organisme, mais sur les 160 personnes, il y en a 5 qui ont dit qu'ils étaient impliqués dans plus de 10 organismes. Donc ça allait jusqu'à 10, 12. Puis ça dépend aussi du niveau d'implication, puis les heures. Ce qu'il faut se tenir, c'est vraiment très diversifié, puis c'est très large. Donc on a essayé de faire une moyenne pour un peu montrer, donner une idée, mais il y a vraiment énormément de cas de figure. C'est ça que sort de l'étude, c'est toujours la notion de diversité, comme un espèce d'éclatement, on verra plutôt. Et puis ce qui est important à relever, c'est que 2 personnes sur 3 auraient souhaité pouvoir s'impliquer davantage. Donc ça c'est aussi encourageant, là, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent concrètement s'impliquer. C'est important de le faire valoir, il y a une volonté réelle d'engagement. C'est ce que notre étude nous permet de comprendre. Et puis pour revenir à la notion de diversité, on observe justement une grande variété autant dans les lieux d'engagement que des activités d'engagement. Et puis avec les réseaux sociaux aussi, ça peut être l'engagement de, par exemple, 6000 pétitions, c'est pouf, un clic, et puis ça peut être 15 secondes. Et puis les engagements de politiques, ça c'est plus long terme, plus court terme, donc il y a vraiment une énorme diversité. Donc pour donner un petit tableau, là, il y aura les chiffres, mais le premier engagement qui ressort, c'est la pétition, à 66%. Mais c'est clair que la pétition, on peut faire ça dans son salon et puis toc. Donc ça n'engage pas beaucoup, c'est facile et puis ça ne demande pas énormément d'efforts. En fait. On n'a pas la vignette qui correspond à ce qu'il va dire, donc je
Désolé. Okay. Le deuxième, c'est du loisir et les sports. Ça, c'est très important quand même. À 60%, comme c'est des jeunes aussi, à 60%, ils ont mentionné les loisirs et les sports. Et puis durant le forum, on se demandait si un club de sport, ça devrait être considéré comme un lieu d'implication d'engagement. Et c'est quand même un important lieu de socialisation, par exemple les sports adaptés, le fait de pouvoir partager, de pouvoir s'entraider, de pouvoir donner des conseils. Donc je pense que c'est un important lieu aussi de socialisation et puis de partage des informations, de connaissances. Après, on retrouve le don, le bénévolat, l'engagement parascolaire. Comme vous notez, 40% des assemblées sont étudiants, comme c'est 18 à 35 ans. Donc il y a de la parascolaire. Il y a les manifestations aussi. Ça aussi, il faut noter que ça s'est fait suite au printemps 2012. Donc il y a peut-être un pur temps. Notre étude demandait aux jeunes de penser à la dernière année de leur engagement. Et donc, ça arrivait en marge du printemps érable. Alors, pendant notre étude, à un moment où la jeunesse s'est beaucoup engagée, on arrive à jauger à quel point les jeunes en situation de handicap prendre part à ça. Les manifestations, ils ont répondu à 43%. Et là, on va parler de ça. Le fait aussi, pour certaines personnes, par exemple les personnes à mobilité réduite, le fait de descendre dans la rue, c'est pas évident. Et surtout l'hiver, c'est encore pire, que ça la neige. Et puis, donc il y a beaucoup qui vont manifester, mais qui ne le trouvent pas par manque d'accessibilité, justement. Et puis les personnes aveugles aussi, je pense que c'est pas évident. Avec tout le bruit environnant, c'est pas facile de se retrouver dans une foule comme ça, ici à la Voilà. Après, il y a les réseaux sociaux, à 32%, les deuils, et puis le fait de clavarder sur les réseaux sociaux, de mettre des posts, etc. Et puis c'est intéressant, on a posé la question avec les activités, les lieux directement en lien avec la situation de handicap. Là, la plus mentionnée, à 30%, c'est le fait d'un membre d'une association liée à la déficience. À 15%, l'organisation d'activités pour défendre les droits. Et puis 8% être membre d'un comité d'usagers. Et puis en dernier lieu, concernant la dimension politique, ça c'est ce qui a répété un moins au taux de participation, semble. Être membre d'un parti politique, ça répète 20%. Et puis aussi 20% le fait d'assister à des assemblées des activités d'un parti politique. Oui, ben c'est le fun parce que cette statistique-là, c'est la même à l'EPHQ. C'est la référence. Oui, la référence, c'est ça. Oui, c'est parce que 20%, vous regarderez dans la dernière. Il y a plusieurs chiffres comme ça qui, magiquement, ressemblent à ce que et puis après, dans un deuxième temps, on leur a demandé, parmi ces lieux d'activité d'engagement, lesquels étaient les 3 préférés. Ça peut être un lieu d'engagement, mais pas forcément souhaité, vu de la salle. Donc la première, c'est le loisir et le sport. Ça, c'est à peu près un répondant sur 3. Après, il y a le bénévolat, activité parascolaire. Le réseau social et le web, ça vient aussi à peu près à 15%. Les pétitions. Et puis de nouveau, avant-dernier, c'est les liens qui est directement lié à la situation de handicap. Être membre d'une association, 13%. Organiser des activités, 8%. Et puis finalement, ça c'est assez parlant de la situation actuelle, si on veut. C'est les activités directement liées à la politique, si on veut. Et puis, ça obtient juste 4% de la faveur des personnes. Ça, c'est vraiment très faible. Donc, à la limite, les gens vont participer, même déjà pas beaucoup à 20%, mais quand on leur demande si c'est une des activités préférées, ça vient de l'année. Donc, ça montre, ça ne veut pas forcément dire que les jeunes sont moins politisés, moins impliqués, mais ça veut surtout dire que ça se traduit de manière différente. On entend souvent dire si vous n'êtes pas content, allez voter dans 4 ans. Mais la démocratie, c'est à tous les jours, c'est pas une fois tous les 4 ans. Donc, on ne peut pas conclure sur ces résultats, on ne peut pas conclure que les jeunes sont moins impliqués. Mais davantage, on va voir plus tard, c'est plus une diversité des lieux, une diversité des tactiques aussi. Et c'est ça, c'est tout ça. Mais je dirais aussi que, en fait,
il y a M. Dépôt dans la salle ici, qui a fait une enquête. Oui! On va prendre le micro. Je suis désolé. Il y a M. Crépeau qui est dans la salle aussi, coordonnateur du Conseil jeunesse de Montréal. L'enquête auprès des jeunes, il y a une année, parlait aussi d'une moins grande participation dans les groupes politiques, mais j'ai l'impression que c'est. En fait, il y a quelque chose d'équivalent dans les deux études, c'est qu'il y a une légère surreprésentation des gens plus engagés. Donc, si les gens se questionnent sur le niveau de confiance de notre étude, ben, c'est pas là où il faut chercher, c'est qu'on fait parler des jeunes qui ont l'habitude de s'engager. Alors, comme il y a des partis politiques dans la salle, sachez que c'est un pool de gens qui, normalement, en tout cas selon nos hypothèses politiques, seraient faciles à recruter et qui ne le sont pas ou qui ne préfèrent pas actuellement investir les partis politiques. Alors, on s'appuiera pour trouver comment s'engager. Ouais. Non, c'est ça. Là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il vient de me dire, il vient de rire de moi, il y a personne qui s'en est rendu compte, il vient de m'envoyer 2 messages. Non. Et puis, dans un deuxième temps, ça c'était un peu la conclusion de notre première partie sur le sondage quantitatif. On leur a demandé les principales raisons qui font qu'ils s'engagent pas autant qu'ils voudraient, comme 2 personnes sur 3 ne s'engager davantage. Et puis le premier motif évoqué, c'est le temps. D'abord, le temps, ça c'est le motif souvent habituel. Quand on va dans la rue, par exemple, là, j'ai pas le temps. Mais sauf le temps, c'est aussi à mettre en lien avec le fait que les personnes travaillent. Par exemple, ceux qui ont dit qu'ils n'avaient pas le temps, 60% de ces personnes travaillent. Et puis le fait qu'elles sont aux études. Parmi les jeunes, il y a beaucoup qui travaillent, qui sont aux études, et qui travaillent et qui sont aux études. Donc le temps, c'est aussi à mettre en lien avec tous ces facteurs. Le deuxième motif, c'est ceux qui sont directement liés à leur situation de handicap. Là, j'ai essayé de regrouper avec un peu des. Ça, c'était des réponses verbales. C'était pas des choix, c'était vraiment un mot, par exemple, fatigue, énergie, tout ça. Et puis, j'ai essayé de catégoriser pour essayer de présenter de manière plus claire et de regrouper. Le deuxième, j'ai mis difficultés directement liées à leur handicap. Par exemple, le fait la difficulté à se mouvoir, ou bien le fait d'être, je sais pas, des opérations, la maladie, ça j'ai mis. D'avoir besoin d'assistance ou un problème d'accessibilité environnementale. Ça c'est, d'après on verra après que ça s'appelle plus large. Bon, les études, le travail, je vais parler de ça. Le transport, ça revient très souvent, après 8%. Il y a souvent des problèmes de transport adapté, et puis surtout dans l'hiver, à cause de la neige, des problèmes de déneigement aussi. Après, les ressources, manque d'aide, manque d'accompagnement, manque d'encadrement, ça peut être physique, dans le sens large, mais aussi l'accès aux informations sur Internet, sur tout ce qui est la question de visibilité, la question pour les aveugles, pour les sourds, il y a plein d'obstacles comme ça qui sont pas physiques, mais les obstacles, l'accès à l'information, l'accessibilité. L'information, c'est important justement pour acquérir plus de connaissances, pour pouvoir s'impliquer davantage. Parce que si on n'est pas informé dans un premier temps, c'est très dur de donner notre point de vue et puis d'avoir un choix éclairé. Donc l'information, c'est vraiment la base, un peu la porte d'entrée, si on veut, pour s'impliquer. Et puis dans un dernier, j'ai essayé de mettre tout ce qui est un peu plus psychologique, si on veut. Ça tourne autour de 5%. La gêne, la timidité, la manque de confiance en soi, le manque d'énergie, la fatigue. Ça revient très souvent, le manque d'énergie et la fatigue. Et puis là, on peut tout de suite préciser qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plusieurs déficiences. Des fois, ça va jusqu'à 4 ou 5 déficiences. Donc le cumul des déficiences serait encore plus... On écrit ici les déficiences liées à l'apprentissage, par exemple. On en met plus compte dans l'étude aussi, les troubles de santé mentale, afin de bien cerner les personnes qui étaient aux prises, comme je disais, qui vivent avec plusieurs déficiences. Ouais, ça peut être organique, ça peut être l'attention, ça peut être... Et puis, ce qui est fortenu à la fin de la rubrique sur la partie sur les raisons limitées à l'application, c'est que ça regroupe toutes les raisons qui sont plus ou moins directement liées à la situation de handicap, avec justement les directement liées, avec la fatigue, avec
des fois de manque de confiance en soi, parce qu'il a la difficulté à s'exprimer, la difficulté de regarder les autres, les préjugés, la discrimination, tout ça. Là, on arrive à peu près 40%. Donc ça, c'est important de mentionner que 40% des raisons qui limitent une application plus élevée, si on veut, c'est lié à la situation de handicap. Et puis, le bon côté des choses, optimiste maintenant, c'est qu'une grande partie de ces facteurs, on peut travailler dessus, on peut les améliorer. Pas forcément le handicap lui-même, mais tout l'environnement, par exemple l'accessibilité physique, et puis l'accessibilité de l'information, le manque d'argent par rapport au travail, par rapport à l'énergie, les aides, l'accompagnement, tout ça. Ça, c'est des facteurs sur lesquels on peut améliorer et sur lesquels on peut travailler. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, évidemment, tout ça a été décanté grâce à la recherche. Oui, merci, je suis désolé. Tout ça a été décanté aussi grâce à nos autres étapes de recherche, davantage qualitatives, où on s'intéressait au récit des personnes, où aussi en groupe on voyait les propositions qui en émanaient. Et donc en avril dernier, c'est là que ça a commencé tout ça. On a réuni les jeunes qui le souhaitaient, plusieurs qui étaient d'ailleurs, sont dans la salle actuellement, et c'est eux qui ont un peu guidé nos questions de recherche pour la suite. Alors, on essaie, même si on a une portion très quantitative, positive quasiment, faut exagérer, mais quand même, on s'intéresse à comment les jeunes voient l'engagement. C'est quand même ça qui est important. Et en cette période où on veut tout quantifier et que les technocrates ont beaucoup de pouvoir, je pense que c'est presque une résistance que de s'arrêter 2 instants puis d'écouter une personne qui nous parle de sa propre réalité à l'échelle humaine. Alors, je vous remets entre les mains de Didier. Pour un peu faire du statut de nom, justement, souvent des questions, c'est qu'est-ce que vous pouvez mesurer. C'est ça, c'est drôle, c'est vraiment un réflexe, je sais pas, des fois c'est presque inconscient, mais on essaye souvent de comprendre, d'observer le niveau qualitatif, de plus de socier de juste mesurer avec des. C'est vrai que les chiffres passent mieux dans un routier, puis il y a 40% blablabla. Et là, on va essayer d'aller plus dans le vécu des gens, et puis dans le sens, dans les deux sens du sens. Autant le sens dans le pourquoi, et puis dans le sens de quel sens, dans le comment, et puis vers où ça s'oriente un peu, dans les deux sens. Ce qu'on explique. Mais notre développement de sens, c'est quand même au cœur de la méthodologie constructiviste. Donc, on s'intéresse à la personne de sens. Vous voyez, respecter l'accessibilité universelle, c'est une affaire de travail, on n'y arrive pas tous. Mais au moins, je parlais à Marie-André bon, enfin. Mais donc, comme je le disais, enfin, sens. Donc c'est ça, c'est là où c'est à partir du récit et du forum qu'on a dégagé des constats. C'est vrai, pour revenir sur le forum, justement, qu'on a des groupes de discussion, des ateliers dans tout petits groupes, pour essayer de faire parler les personnes concernées, et puis de dégager des thèmes, et puis des éléments, justement, qu'on a utilisés pour construire notre questionnaire, pour faire des entrevues individuelles en profondeur. Et puis on a posé des questions, mais vraiment le plus ouvert possible, c'était pas brûlant. C'était vraiment des questions plus lancées, qui permettre à la personne de parler, puis d'essayer de mieux comprendre sa situation. Donc, dans un premier temps, c'était le pourquoi, le sens de l'implication. Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des images, il y avait presque une vingtaine, et puis des photos, on a distribué des photos aux participants, et puis on a demandé lesquels étaient le mieux pour eux, la participation citoyenne, l'engagement, tout ça, dans un sens vraiment large. Et puis, c'est intéressant, j'en ai retenu quelques-uns qui sont des plus parlants, puis je cristallise un peu les propos des participants. Et là, c'était le porte-voix.
Mais porte-voix, c'est délicat. Là. Par exemple, on a vu la prise de parole. Les prises de parole, si on entend ça dans le sens large, c'est plutôt testant d'expression. Et justement, les sourds, ils sont revenus là-dessus. Prise de parole, il y a des termes qu'on ne peut pas utiliser. Donc c'est vraiment un moyen d'expression, se faire entendre, faire comprendre la réalité des personnes en situation de handicap par l'ensemble de la population. Donc le porte-voix, c'était vraiment une manière de prendre la parole en tunnel, de s'exprimer. Un deuxième, c'était le chœur, même photocœur. Ça, je pense, ça reflète bien le fait que pourquoi les personnes s'engagent, c'est déjà en premier temps un sentiment de colère, de rage, d'injustice. Et puis on a parlé aussi du sentiment d'indignation. C'est ça, déjà en premier temps, l'enfant se retrouve devant un obstacle, je pense que les gens, ça vient le chercher. Donc au premier temps, c'est sensible, c'est vraiment quelque chose qui vient le chercher profondément. Et puis, dans un deuxième temps, il y a un processus de rationalisation humaine. Et puis là, on commence à intellectualiser, et puis essayer de dire comment je peux me laver, qu'est-ce que je peux faire pour réduire les obstacles, pour essayer de plus s'introduire. Mais dans un premier temps, ça vient vraiment chercher une manière affective, si on veut. Oui, en fait, l'engagement, c'est aussi affectif. L'engagement, c'est aussi affectif, mais j'ajouterais que même si il y avait beaucoup de discours d'indignation, il y avait aussi le discours proche du cœur de l'entraide, c'est-à-dire d'être avec les autres. C'est une manière de sortir aussi de l'intellect, puisque l'engagement est aussi une affaire de cœur, aussi, au fond. Justement, ça revient aussi à une certaine d'attribut, par exemple, le fait d'être ensemble, d'échanger, de partager. Il y avait des centaines de personnes qui se tenaient la main, qui étaient ensemble pour la solidarité, le soutien. On a tendance à dire que les jeunes et la société en général sont de plus en plus individualistes, mais il y a aussi ce besoin quand même de temps confronté à des obstacles qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul, si on veut. On a tendance à se mettre en groupe, se réunir pour avoir un poids plus fort et puis pour... En fait, c'est des images qui sont... C'est les images qui sont sorties le plus souvent. Peut-être qu'on pourrait... Essayer d'accélérer un peu, c'est ça. Non. Et puis on a demandé quelles étaient les raisons identitaires, personnelles et puis aussi collectives des personnes qui sont engagées. Mais ça rejoint un peu l'histoire des images, ça c'était des raisons. La principale raison, c'est pour être un agent de changement. Il y a une raison aussi que la personne se sent étrangère, soit en groupe, ou ne se sent pas à sa place. Donc c'est aussi une raison pour s'impliquer, pour s'engager, pour essayer de... Il y a toujours la notion de changer les choses. Une personne qui dit, tu comprends des obstacles, autant de travail, études, commerce, restaurant, tout ça, et puis il est confronté quotidiennement à plein d'obstacles, et ça le pousse. C'est intéressant, ça le pousse autant à s'impliquer, mais ça le pousserait aussi à se désengager, de dire, mais d'une manière fataliste, de dire, parfois je peux rien faire, autant rester chez nous, et puis dans le salle 2, ça peut être un motivateur, ça peut être aussi un frein à l'engagement. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. La citation, ça je vais prendre, pour être reconnu et respecté en tant qu'être humain, et non pas seulement en tant que personne en situation de handicap. Ça, je trouvais que c'était assez parlant comme citation. Volonté de changement, et puis aussi la question de toute la tension entre le court terme et le long terme. Par exemple, une personne tendue, le changement social est une perspective à long terme, mais ça prend des actions accrocheuses à court terme pour y parvenir. Par exemple, ça revient au signer de pétition, c'est un très court terme, ou bien un blog, ou bien se poster sur les réseaux sociaux. Ça peut être accrocheur, faire une manifestation, et puis en même temps, ça s'inscrit dans un mouvement à plus ou moins long terme, dans une perspective de changement social, et puis aussi de pouvoir changer les mentalités, et puis le regard, le rapport sur les personnes en situation de handicap, et puis aussi le regard que les personnes en situation de handicap en elles-mêmes. C'est toute une question d'interaction avec l'environnement, le milieu.
Ah oui, c'est important, c'est quelque chose qui les menace directement, ça je viens de parler tantôt. C'est souvent des choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se considèrent pas comme des personnes handicapées, sur la demande. D'abord, elles se considèrent comme par exemple des femmes, des étudiants, tout ce qu'on veut. Mais une personne handicapée, ça vient, est handicapée, et j'ai les yeux bleus, et tac. Mais donc c'est le moment où tout d'un coup la personne est devant un obstacle, se sent menacée, et là elle se dit ah, tout d'un coup là je suis. Et puis si la personne se sent toute seule, là peut-être elle va faire référence à des organismes pour aller chercher de l'information, et puis pour s'apercevoir qu'elle n'est pas la première à être dans ces situations, et essayer de se regrouper, de partager ses problèmes. Donc c'est là qu'il y a la dimension sociale, sociologique, un peu une dimension de groupe, et puis on sort d'une approche individuelle justement à la situation de personnes handicapées. Bon, je vais essayer d'aller rapidement. Ouais. Puis là, je vais passer au comment, ça c'est la deuxième phase, on appelle le pourquoi. Pourquoi c'est un peu, c'est les cours, c'est un peu. Et puis comment ça se traduit concrètement sur le terrain, comment ça se. Donc on a redemandé dans un premier temps qu'est-ce qu'on devrait faire, justement pour pallier selon les obstacles et tout ça. Il y en a qui ont parlé de l'importance de sensibiliser les politiciens. Sensibiliser les politiciens afin d'améliorer nos droits. Et plusieurs personnes ont dit qu'ils se font souvent fermer la porte par les politiciens. Donc, je ne sais pas si c'est un bon endroit pour le dire. Le fait aussi de sensibiliser, il y a beaucoup d'exclusions dans le monde du travail, beaucoup de préjugés, de discrimination. Et puis de sensibiliser les patrons, les dirigeants d'entreprise, par exemple à des accommodements, des choses. Des fois, il suffit d'un petit accommodement pour pouvoir inclure la personne. Et puis le fait aussi qu'il manque beaucoup d'informations, et puis le fait qu'on doit apprendre sur le temps, ça c'est arrivé aussi. L'information existe souvent, mais on ne sait pas où la chercher. Et puis ça, c'est surtout pour les personnes. Il y a beaucoup de jeunes qui habitent en région et qui sont obligés de venir dans les régions, surtout dans notre cas à Montréal, pour pouvoir étudier, pour pouvoir rentrer à l'université. Et puis là, ils perdent leur réseau qu'ils avaient dans les régions. Et puis ils ne sont pas forcément au courant de toutes les aides, tous les organismes à disposition. Par exemple, le transport en commun, le transport adapté. Bien, il y a des personnes qui ne savaient même pas que ça existait avant de venir à Montréal. Donc, même si les aides existent, il y a un problème des fois d'accessibilité à toute cette information. Une question qui est intéressante, on a demandé comment ça s'adresse aux jeunes. On leur a demandé s'ils préféraient s'engager avec des jeunes, dans des personnes de leur âge. C'est étonnant, mais la plupart ont répondu pas forcément. Souvent, c'est des jeunes de leur âge parce que dans les milieux, par exemple, aux études, ou bien dans les milieux de loisirs et du sport. Mais ce qui privilégie, c'est surtout l'expérience, et puis surtout l'énergie et puis les intérêts. Et puis, les autres contraires, ils aimaient bien partager leur expérience avec des gens de tout âge, par exemple avec des gens plus âgés qu'on les a passés par là. Et puis, ça remet souvent l'importance du modèle. Par exemple, l'absence de modèle, et puis on peut voir, ah, telle personne a fait ça, et je peux te donner des conseils, et puis ça revient souvent le terme de modèle. Il y en a une qui a dit la citoyenneté n'a pas d'âge, donc c'est vraiment par rapport à l'ouverture d'esprit, par rapport aux intérêts, par rapport à la sensibilité, plus que par rapport aux âges. En fait, il y a quelque chose qu'on a réussi à corréler qui est super intéressant entre les discours qu'on a entendus et les statistiques. On dirait que la conscience du handicap a un âge, en fait. Puisque même si explicitement, je pense qu'il y avait dans la salle en plus la personne qui a dit la citoyenneté n'a pas d'âge, même si on le dit, il reste que prendre conscience, en tout cas quand on a une déficience motrice, parce que je parle beaucoup des personnes avec déficience motrice, prendre conscience qu'on est en situation de handicap, ça n'arrive pas vraiment quand on est jeune.
il y a une... peut-être, je ne peux pas expliquer, est-ce que c'est une différence générationnelle parce que les plus jeunes ont encore mieux vécu l'inclusion scolaire, l'inclusion sociale. Il reste encore, même après la trentaine, des gens qui ont été dans les écoles spécialisées. Il y en a encore, mais je veux dire, c'est plus rare. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas eu l'habitude d'être en contact avec les personnes en situation de handicap, comme c'est le cas pour les plus vieux, ou simplement c'est avec l'âge et, je dirais, l'évolution des incapacités qu'on a une conscience différente, ou avec l'accumulation d'obstacles rencontrés? Est-ce que c'est là que se forge, j'oserais dire, l'engagement pour la cause des personnes en situation de handicap? Je dois vous savez qu'on n'a pas de réponse simple à ça, mais c'est dans ces enjeux-là, en tout cas. Puis, donc, ça veut dire que peut-être que les plus jeunes, en ce moment, ne sont pas à vouloir bâtir un mouvement des personnes en situation de handicap, les plus jeunes, je veux dire. Peut-être qu'ils voudront investir les autres lieux. Enfin, bref, c'est une question qu'on soulève, auquel vous pourriez répondre, que vous pourriez enrichir aussi. On peut aussi voir ça d'un bon côté du même. Par exemple, je ne sais pas si on peut voir ça comme le revers de la médaille, le fait que les personnes en situation de handicap soient mieux inclus dans la société, autant par les études, le travail, tout ça. Elles ont moins le sentiment d'être exclues. Et puis tout le travail qui a été fait en amont par les générations précédentes fait en sorte que la personne se sent moins en situation de handicap. Si on peut faire parler avec les féministes, par exemple, toutes les femmes qui sont sorties de la rue pour demander le droit de vote, pour s'émanciper, et puis des femmes maintenant qui se disent qui veulent rien savoir du féminisme, et puis elles ne sont pas conscientes qu'il y a toute une génération qui les a précédées pour qu'elles puissent avoir les droits des gens. C'est pas juste une jeune peut se dire ouais, c'est un choix personnel de faire médecin, blablabla, mais elle a peut-être 30 ans, c'était interdit pendant. Donc elle ne se rend pas compte que c'était tout un travail en avant des générations précédentes qui leur a permis de faire ça. Donc à la limite, ça, je ne sais pas si on le revers de la médaille, quelque chose du succès. L'expérience de vie. Quand tu es dans le cocon familial, tu es protégé. Les féministes, les femmes aussi. Exactement. Ça, c'est un phénomène d'ailleurs qui a été expliqué. Il y a une juvénilisation de la jeunesse. Et ça, qu'elle soit ou pas en situation de handicap, les étapes de la vie sont retardées. Plus longtemps aux études, pour toutes sortes de raisons. Les jeunes sans incapacité, ben ça c'est le terme scientifique, là, je déteste ce terme-là, mais je viens parce que les stats sont toutes montées comme ça avec sans incapacité, en tout cas. Mais donc, les jeunes qui n'ont pas de déficience ont des choix vocationnels plus variables, etc., mais on remarque dans les stats et dans les rencontres individuelles que les jeunes en situation de handicap doivent dépenser, en guillemets, plus d'énergie pour réussir les études. Et donc, ça allonge le temps d'études. De la même manière, ça allonge l'arrivée sur le marché du travail. Mais cette arrivée au marché du travail-là est difficile. Rappelons, c'est quel mot, c'est pas nous qui le disons, rappelons qu'une personne, un jeune en situation de handicap qui a un diplôme universitaire a 2 fois moins de chances de trouver un emploi qu'une personne sans incapacité. Alors, le phénomène de juvénilisation est encore plus grand. Alors peut-être que, comme vous le dites, il y a l'expérience de vie qui embarque, puis on est peut-être plus longtemps dans des situations de dépendance. Et ça a un impact, nécessairement, sur l'implication citoyenne ou la participation sociale. Est-ce que tu es d'accord, Marie-Marie? Je voulais juste vérifier un mot. Ah, OK. Non, mais quand il y a des indignations, on apprend au vol. Nous autres, on travaille avec la colère. Bon. Là, on peut voir un peu comme le fait d'être en situation de handicap vient amplifier les difficultés vécues par les jeunes. C'est comme si ça avait une espèce de loupe qui vient amplifier beaucoup de difficultés que vivent la plupart des jeunes et puis même que vivent l'ensemble de la population. Et c'est comme une espèce de tumulte du fait d'être jeune, d'être en situation de handicap, d'avoir plusieurs déficiences,
Donc c'est un tumulte, tu rajoutes un tumulte, tu rajoutes, et puis tu rends encore plus difficile. Et puis justement l'énergie, la fatigue, tout ça, ça brûle, et puis c'est pas évident de se motiver, de s'impliquer avec les... C'est comme si on avait un chat avec des brosses dans le dos. Là, on leur a posé aussi la question, que pensez-vous de parer pour les personnes en situation de handicap? C'est le fait de justement mettre au centre des discussions, des débats, tout ça, les personnes en situation de handicap. Il me semble qu'il y a un peu deux tendances. Les premières, c'est que les personnes disent qu'ils sont d'accord, parce que les personnes les mieux concernées, les mieux placées, donc les plus aptes à parler de ça. Certains disent que le changement n'est pas possible en dehors de la population des personnes en situation de handicap. Mais le problème, c'est que c'est très diversifié. Par exemple, c'est très dur de regrouper l'ensemble des personnes avec des différentes déficiences. On n'a pas forcément les mêmes problématiques, les mêmes stades. Donc ça, c'est une difficulté quand même. Et puis, c'est souvent toujours les mêmes personnes qui s'impliquent. Comme on disait tantôt, à cause du manque de temps, d'énergie, tout ça. Donc, on retrouve souvent les mêmes personnes. Et puis, peut-être certains groupes sont surreprésentés par rapport à d'autres. En raison notamment des obstacles, de l'accès à l'information, d'accès au lieu, tout ça. Et puis l'autre personne, c'était intéressant, elle disait qu'elle n'était pas vraiment d'accord avec ça parce qu'elle trouve que c'est important d'élargir le débat et puis essayer d'inclure le plus de personnes possible à cette vie des personnes en situation de handicap pour que tout le monde se sente concerné. Par exemple, de plus en plus avec le vieillissement de la population, il y a de plus en plus de personnes âgées qui ont de la difficulté à marcher, à monter les escaliers. Donc, on pourrait aussi les inclure. Les personnes qui ont des enfants de bas âge, avec les carrosses, c'est pas bien à monter les marches, les fauteuils, les entrées sont très étroites, tout ça. Donc, essayer d'inclure, non pas, parce qu'on a tendance souvent à cibler et puis à confumer le groupe de personnes. Je pense que je ne sais pas diviser pour régler, c'est ce groupe. Et puis stigmatisé, mais si on prend l'ensemble de la population, la bien meilleure écoute de la plupart des meilleures sensibilisations. C'est pas l'exemple de la crève étudiante en 2012 qui s'est transformée avec les casseroles. Ça a changé la donne, on ne pouvait plus dire ce type d'étudiants, de carrés roses, blablabla, parce qu'il y avait des enfants, des personnes âgées, et vraiment l'ensemble de la population qui était impliquée là-dedans. Donc là on a senti une espèce de poids politique. Justement, ça a contribué à changer un peu la donne politique et puis le climat. Ce que je disais, en fait, une des choses qui m'apparaît évidente, c'est que pour l'avenir, il y a de l'ouverture pour l'accessibilité universelle. Pendant longtemps, les groupes ont eu tendance à vouloir peut-être affirmer leur spécificité. Je pense que l'inclusion a suffisamment porté fruit, non seulement pour changer la société des deux bords, mais pour peut-être donner espoir, même s'il y a encore des tonnes d'obstacles, c'est ce que nous apprend l'étude, ceci dit, mais pour donner espoir aux gens que c'est avec les autres qu'on va pouvoir construire une société inclusive. Donc, il y a beaucoup d'indignation, de colère, un message noir d'un côté, mais en même temps, on est habitué d'être ouvert et de travailler avec les autres, pas seulement avec les personnes qui nous ressemblent. Donc, logiquement, c'est quand même le fun, puis ça dure bien pour des stratégies comme celle de l'accessibilité universelle, je pense. Je vais terminer sur un dernier point. Lors du forum, il y a une personne qui a déclaré maintenant, les personnes en situation de handicap veulent être autonomes. On a des enjeux individuels, mais on a besoin de faire front commun. Donc, ce qui est sorti de là, c'est vraiment le passage du jeu, donc un individu singulier, avec des obstacles, des problématiques singulières, particulières, et puis qui évolue avec l'âge, qui évolue devant les différentes situations, et puis le passage de jeu au nous pour quelque chose de plus inclusif, pour essayer de faire front commun, et d'avoir un plus grand poids, notamment au niveau politique et social, une plus grande représentation. Donc ça, c'est un point important qui est ressorti du forum, et puis c'est aussi ressorti de nos entrevues. Par exemple, je vais terminer avec une dernière citation.
une des personnes interviewées, il a dit il faut sortir des problématiques qui touchent uniquement les personnes en situation de handicap, afin que tout le monde se sente concerné, afin de porter des enjeux globaux. Il faut interpeller l'ensemble de la population pour que ça frappe l'imaginaire collectif et suscite un mouvement de l'ensemble de la population. Et puis elle précise que ce n'est encore pas le cas présentement, mais ça tend à changer. Donc ça montre bien la difficulté et la tension, surtout à notre époque, la tension de respecter les singularités de chacun, surtout les jeunes, de plus en plus de particularités, tout ça. Et puis en même temps... La félicitation, c'est parlant. Et puis en même temps, justement, de faire en sorte de se regrouper pour être plus fort et pour avoir un plus grand impact, surtout au niveau politique, parce qu'on sait que plus il y a un impact, plus il y a une grande visibilité dans les médias, sur la place publique, plus les politiciens sont sensibles et puis aussi des votes à aller chercher. Donc, puis surtout mettre en relief quelque chose dont on n'a pas parlé encore, puis qui va être dans les constats là, avant qu'on prenne une pause. En fait, bon, vous avez entendu la citoyenneté d'un peuple, c'est une citation. Quelqu'un me disait aussi, si je n'avais pas à rappeler tout le temps que je suis handicapé, je pourrais faire autre chose avec tout le monde. J'aime pas le terme « bon citoyen », ça fait trop sage. Il faut parler aux décideurs, ça je l'ai déjà dit. Je ne sais pas si je suis féministe, en fait, probablement. J'ai pas une déficience visuelle, je suis sourde. On peut substituer au mot « prendre la parole », s'exprimer, c'est plus inclusif. Je ne connaissais pas les programmes. Et je ne fréquente pas Facebook. Ça, c'est ouais, c'est terrible. Mais c'est fréquent chez les personnes dans les sciences visuelles, rappelons-le. Est-ce que peut-être qu'on pourrait aussi y aller du côté des freins moteurs? Kevin, est-ce qu'on sent qu'on devrait prendre une pause? Oui, est-ce que... En fait, on est assez démocratique. Est-ce que vous avez envie de prendre une pause? Oui, quelqu'un qui vote oui. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que ça soit adopté à l'unanimité? Donc, on a officiellement la pause pour 10 minutes maximum. S'il vous plaît. En passant, quand vous allez revenir, il y a un film génial et percutant de 5 minutes pour vous faire comprendre un peu mieux la situation.
Non è successo